Alors, il y a des règles dans l'univers qui expliquent, à peu près tout. Du café qui refroidit sur la table, au moteur d'une étoile qui brûle à des millions de kilomètres, ces règles, ce sont les lois de la thermodynamique. Et aujourd'hui, on va les décoder ensemble. On va partir du tout petit, du monde des atomes, pour arriver jusqu'aux machines qui font tourner notre civilisation. Bon, on va commencer avec un truc tout simple, un truc du quotidien. Pourquoi est-ce qu'une boisson chaude, elle finit toujours par refroidir? Et pourquoi, à l'inverse, on ne la voit jamais se réchauffer toute seule, comme par magie? Eh bien, la réponse, elle est fondamentale. Elle touche aux lois qui gouvernent le flux de l'énergie et même, d'une certaine manière, à la flèche du temps. C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors voilà le programme. On va d'abord plonger dans le monde des atomes pour comprendre d'où vient l'ordre. Ensuite, on s'attaque aux deux grandes lois. La première, celle de la conservation, et la deuxième, celle du chaos. Après ça, on verra comment on a réussi à dompter tout ça pour créer des moteurs. Et pour finir, on réalisera que la thermodynamique, en fait, elle est absolument partout. Allez, c'est parti. On plonge. Pour vraiment saisir ce qu'est l'énergie, on est obligé de commencer par la base de tout, la matière. Et pour ça, il faut descendre à une échelle complètement invisible, le monde microscopique. Imaginez, tout ce qui nous entoure, absolument tout, est fait de particules minuscules. Des milliards et des milliards de molécules qui ne s'arrêtent jamais. Elles bougent, elles vibrent, elles se cognent les unes contre les autres dans un chaos permanent. La thermodynamique, au fond, c'est ça. C'est la science qui nous explique comment, à partir de cette agitation folle, de ce chaos total, émerge le monde stable et prévisible que l'on connaît. Et c'est là qu'on voit bien le grand écart. D'un côté, au niveau microscopique, c'est le chaos. Des molécules qui partent en tous les sens, c'est totalement imprévisible. Et de l'autre côté, à notre échelle, l'échelle macroscopique, tout semble ordonné. On peut mesurer des choses stables, comme la température ou la pression. La thermodynamique, c'est vraiment le pont qui relie ces deux univers. Du coup, la température, c'est quoi exactement? Eh bien, ce n'est pas juste une sensation de chaud ou de froid. En réalité, c'est la mesure directe de cette agitation microscopique. C'est tout simple. Plus les molécules d'un système s'agitent, plus elles bougent vite, plus leur énergie cinétique moyenne est grande, et plus la température qu'on mesure est élevée. Le chaud, c'est juste le chaos moléculaire à grande vitesse. Et la pression alors? C'est un peu le même principe. Imaginez des milliards de petites billes qui bombardent une paroi sans arrêt. Chaque impact, pris isolément, est minuscule, ridicule même. Mais quand des trillions de ces impacts se produisent chaque seconde, la force combinée devient énorme, constante, mesurable. C'est ça, la pression. C'est la force de la multitude. Bien. Maintenant qu'on a les bases, passons à la première grande règle du jeu de l'énergie. Et elle est très simple, mais aussi totalement implacable. On peut la résumer comme ça, on ne peut pas gagner. Jamais. C'est impossible de créer de l'énergie à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique. C'est une loi de conservation, mais une loi absolue. L'énergie ne peut être ni créée, ni détruite. Point. Elle se transforme, c'est tout. Elle passe d'une forme à une autre, de chimique à thermique, de thermique à mécanique, mais la quantité totale dans l'univers ne bouge pas d'un iota. L'univers est le comptable le plus rigoureux qui soit. Pour se représenter ça, l'image du compte en banque est parfaite. Pensez à l'énergie totale d'un système, on l'appelle l'énergie interne, U, comme le solde de votre compte. Et il n'y a que deux façons de changer ce solde. Soit on fait un virement de chaleur, Q, on en ajoute ou on en retire, soit on effectue un travail W, comme quand on comprime un gaz. C'est une autre forme de dépôt ou de retrait. Et la loi, l'équation qui résume tout ça, elle est d'une simplicité désarmante. La variation de l'énergie dans le compte, ce qu'on note ΔU, est tout simplement égale à la chaleur qu'on ajoute, plus le travail qu'on fournit. C'est une addition, rien de plus. Mais cette petite addition, elle gouverne absolument tout, des réactions au cœur des étoiles jusqu'au moteur de notre voiture. Ok, donc la première loi nous dit qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas créer d'énergie. Mais la deuxième loi, la deuxième est encore plus cruelle, plus subtile. Elle nous dit qu'en fait, on ne peut même pas espérer faire match nul. Il y a toujours une perte. Chaque transaction d'énergie dans l'univers a un coût inévitable. Et ça soulève une question fondamentale, une question que la première loi ne peut pas résoudre. Si l'énergie se conserve, alors pourquoi les choses ne se passent-elles pas à l'envers? Pourquoi un verre brisé ne se rassemble-t-il jamais? Pourquoi mon café ne pique pas le froid de la pièce pour se réchauffer? La raison, c'est que les transformations d'énergie ont un sens unique, une direction obligatoire. Deux grands physiciens, Kelvin et Clausius, ont mis le doigt dessus, chacun à sa manière. Kelvin a dit, en gros, impossible de construire une machine qui transforme 100% de la chaleur en travail. Il y aura toujours des pertes, de la chaleur gaspillée. Clausius, lui, a dit, la chaleur va spontanément du chaud vers le froid. Jamais, au grand jamais, l'inverse. Ce sont deux manières de dire la même chose. Dans l'univers, il y a une autoroute à sens unique pour l'énergie. Le mot-clé qui unifie tout ça, c'est l'entropie.
L'entropie, c'est tout simplement une mesure du désordre, du chaos. Et la deuxième loi, dans sa forme la plus pure, dit ceci: dans un système isolé, le désordre total, l'entropie, ne peut qu'augmenter avec le temps. C'est comme une taxe que l'univers prélève sur chaque action, chaque transformation d'énergie. Une partie de cette énergie devient moins organisée, moins utile, plus dispersée. L'image du dentifrice est parfaite. Une fois qu'il est sorti du tube, bonne chance pour le remettre dedans. L'univers a une préférence naturelle et irréversible pour le désordre. Bon, on a vu les règles du jeu, on ne peut ni gagner, ni même faire match nul. Alors la question c'est, comment, avec des règles aussi strictes, l'humanité a-t-elle pu inventer des machines aussi incroyables que les moteurs, qui transforment la chaleur en mouvement? Alors voilà l'idée de génie, le plan du moteur parfait. C'est un concept théorique, le cycle de Carnot, qui nous donne l'efficacité maximale qu'on peut espérer. C'est un cycle en 4 temps. Première étape, on prend un gaz, on le chauffe et il se détend en poussant un piston. C'est là qu'on produit du travail. Deuxième étape, on l'isole, on le laisse continuer à se détendre et du coup il refroidit. Troisième étape, on fait l'inverse, on le comprime tout en le gardant froid, en évacuant la chaleur restante. Et enfin, quatrième étape, on l'isole à nouveau et on finit de le comprimer, ce qui le ramène à sa température de départ. Et la boucle est bouclée. C'est ce balai en 4 temps qui permet de convertir une différence de température en mouvement utile. Le problème, bien sûr, c'est que ça, c'est la théorie. Dans le monde réel, les choses sont bien plus compliquées. Un moteur à essence, en théorie, sur le papier, pourrait avoir une efficacité proche de 90%. Mais dans la réalité, on peine à atteindre 30 ou 35%. Pourquoi? À cause des frottements, des pertes de chaleur, bref, à cause de la création d'entropie à chaque étape. Chaque pièce qui frotte, chaque calorie qui s'échappe utilement, c'est une partie de l'énergie qui se transforme en désordre irrécupérable. Et il ne faut surtout pas croire que ça ne concerne que les moteurs. Ces lois, elles sont fondamentales. Elles sont littéralement partout. Elles gouvernent les réactions chimiques dans nos cellules, la croissance des plantes, et même le fonctionnement des appareils les plus banals de notre quotidien. Prenons l'exemple d'un réfrigérateur. C'est fascinant parce que c'est au fond un moteur thermique qui tourne à l'envers. Un moteur utilise le passage de la chaleur du chaud vers le froid pour créer du travail. Le frigo, lui, fait l'inverse. Il utilise du travail, l'électricité de la prise, pour forcer la chaleur à aller dans le sens interdit par la nature, de l'intérieur froid du frigo vers l'extérieur chaud de la cuisine. C'est pour ça que l'arrière d'un frigo est chaud. C'est la preuve vivante de la deuxième loi. Donc si on devait résumer l'essentiel, ce serait ça. Première loi, la quantité totale d'énergie est fixe, on ne peut pas tricher. Deuxième loi, la qualité de cette énergie ne cesse de se dégrader. Le désordre, l'entropie, augmentent toujours. Et ces deux lois, ensemble, elles ne font pas que décrire l'univers, elles fixent les limites, les contraintes fondamentales pour toute technologie, toute invention, toute forme de vie. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si le désordre de l'univers est condamné à augmenter encore et toujours, ça veut dire quoi pour son avenir? Quel est le destin final de tout ça? Imaginez un futur lointain, où toute l'énergie se serait dispersée, où tout serait à la même température, tiède et uniforme. Plus de chaud, plus de froid, plus de différence, et donc plus de mouvement, plus de travail possible, plus d'étoiles, plus de vie. C'est ce que les scientifiques appellent la mort thermique de l'univers, la conséquence logique et terrifiante de cette deuxième loi. Une pensée qui, c'est vrai, fait un peu froid dans le dos.